On voit ce sigle un peu partout maintenant, ETF, sur les relevés d'assurance vie, même dans certaines pubs pour l'épargne. On entend aussi parler de tracker. Mais franchement, qui sait vraiment ce que ça veut dire? C'est souvent un peu flou, quoi. Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Notre objectif, si on peut dire, c'est de démystifier ces fameux ETF, aussi appelés fonds indiciels. L'idée, c'est simple. Comprendre ce que c'est, comment ça marche au juste, et puis pourquoi ça a autant de succès, surtout pour ceux qui débutent en investissement. On va essayer de faire ça sans jargon compliqué, promis. Alors pour bien cerner le sujet, on va y aller par étapes, tranquillement. D'abord, la base. C'est quoi un ETF? Comment ça fonctionne? Ensuite, on regardera les points forts, pourquoi ça plaît tant, mais aussi les inconvénients, faut être honnête. Puis on verra qu'il y a plein de sortes différentes, et on finira par le côté pratique, comment on investit. Allez, c'est parti pour cette analyse. Bon, pour commencer, ETF, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'acronyme anglais, Exchange Traded Fund. Exactement. Fonds négociés en danse. En français, on dit plus simplement tracker ou fonds indiciel. Voilà, et l'idée de base, c'est un fonds d'investissement qui a un but très précis. Il cherche à suivre le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier. Que ça monte ou que ça descende, l'ETF, il essaie de faire pareil. Et là, bien sûr, la question qui vient, c'est mais c'est quoi un indice boursier? Alors, un indice, il faut l'imaginer comme un grand panier, si on veut. Un panier qui représente un marché ou un secteur économique. Par exemple. Le CAC 40, tout le monde connaît. C'est le panier des 40 plus grosses entreprises françaises. Le S&P 500, c'est pareil, mais pour les 500 plus grandes boîtes américaines. D'accord. Et on a aussi des indices plus larges comme le MSCI World, qui regroupe des entreprises des pays développés du monde entier. En gros, l'indice, c'est un peu le thermomètre qui nous donne la tendance générale du marché qu'il représente. Un thermomètre du marché, j'aime bien l'image. C'est ça, il donne la température globale. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'ETF, c'est qu'il permet d'acheter une petite part de tout ce panier en une seule transaction. Ah oui, non. Oui, au lieu d'acheter une action LVMH, puis une action Total Energies, puis Sanofi, etc., pour essayer de copier le CAC 40, ce qui serait vite compliqué et cher, on achète juste une part d'un ETF CAC 40 et hop, D'accord, c'est beaucoup plus simple. voilà. Et si l'indice CAC 40 monte de 1%, eh bien l'ETF va monter d'environ 1% aussi. Bon, un tout petit peu moins à cause des frais, mais on y reviendra. C'est vraiment la force de la simplicité. Et il y a autre chose d'important, il me semble. Ces ETF, on peut les acheter et les vendre en continu, c'est ça? Comme une action. Tout à fait. Pendant les heures d'ouverture de la bourse, leur prix fluctue et on peut passer des ordres d'achat ou de vente à tout moment. C'est plus flexible que certains fonds classiques où la transaction se fait souvent à la valeur de clôture du soir. D'accord. Le concept est plus clair. Mais alors, pourquoi cet engouement? Pourquoi on en parle autant ces dernières années? Qu'est-ce qui explique ce succès? Il y a plusieurs raisons, assez fortes en fait. La première, c'est la diversification. Et ça, c'est vraiment immédiat. La diversification? Oui, en achetant une seule part d'un ETF sur un indice très large, comme le MSCI World par exemple, on investit d'un seul coup dans des centaines, voire des milliers d'entreprises partout dans le monde. Ça dilue le risque de façon considérable par rapport à si on achetait juste quelques actions ici ou là. C'est vraiment un principe de base pour investir prudemment. Et la simplicité dont on parlait, ça joue aussi, j'imagine. Un clic et on est diversifié mondialement, c'est quand même pratique. Exactement. Simplicité et diversification, ça va ensemble. Mais l'autre avantage, et il est énorme, ce sont les frais. Les frais? Oui, les ETF sont réputés pour être beaucoup moins chers que les fonds dits gérés activement. Ces fonds où une équipe de gérants essaie de faire mieux que le marché, de choisir les bonnes actions, etc. Ah oui, les fonds classiques qu'on trouve souvent dans les banques. Voilà. Comme l'ETF, lui, se contente de suivre l'indice, sa gestion est plus passive, plus automatisée, et donc ça coûte bien moins cher. On parle de frais annuels autour de 0,1%, 0,3%, peut-être 0,5% pour les plus courants. Ah ouais, c'est bas. Alors que pour beaucoup de fonds actifs, on est plutôt sur 1,5%, 2%, parfois même plus chaque année. Attendez, 1% ou 1,5% de différence par an sur les frais, ça peut paraître peu sur une année. Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence à la fin? Ah, mais c'est là que c'est absolument crucial de voir sur le long terme. Cette petite différence annuelle, elle s'accumule, elle compose, et ça fait un effet boule de neige, mais à l'envers sur la performance finale. C'est-à-dire? Pour donner un ordre d'idée, imaginez un placement sur 30 ans avec un rendement moyen de 7% par an avant frais.
Une différence de frais de juste 1,5% par an, ça peut réduire le capital final de Près de 30%. 30%. Ah oui, quand même. C'est énorme. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros selon les sommes qui s'envolent en frais au lieu de rester dans la poche de l'épargnant. Franchement, c'est sans doute l'argument massu en faveur des ETF. Oui, là, c'est très parlant, effectivement. Et ça nous amène directement à la performance. Parce que, paradoxalement, la grande majorité des études montrent que la plupart des gérants actifs, malgré leurs frais élevés et leurs efforts, n'arrivent pas à battre durablement leur indice de référence. Sérieusement. Oui, on entend souvent le chiffre de 80% d'entre eux qui font moins bien que l'indice, une fois les frais déduits, sur 10 ou 15 ans. Le célèbre Warren Buffett avait même fait un pari public là-dessus. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Il avait parié qu'un simple ETF sur l'indice S&P 500 ferait mieux sur 10 ans qu'un portefeuille de fonds spéculatifs choisi par des experts et qui coûtait très cher. Et il a largement gagné son pari. Incroyable. Donc la question se pose, pourquoi payer plus cher pour une performance qui risque d'être moins bonne? L'ETF, c'est une solution pragmatique et souvent plus rentable au final. Simple, diversifié, pas cher et souvent plus performant, la liste des avantages commence à être longue. Y a-t-il autre chose? Oui, on peut ajouter la transparence. En général, on sait assez bien ce qu'il y a dans l'indice, donc on sait dans quoi l'ETF investit. Et puis l'accessibilité. On peut les loger dans différents types de comptes, comme on le verra. Compte titre PEA? Exactement, compte-titre PEA, sous condition, assurance vie, PER. Et il y a aussi la sécurité réglementaire. En Europe, la plupart des ETF qu'on peut acheter sont des OPCVM ou UCITS en anglais. Ça veut dire qu'ils doivent respecter des règles assez strictes. Comme quoi, par exemple? Ils doivent être agréés par l'autorité des marchés, l'AMF en France. Ils doivent être diversifiés à l'intérieur du fonds. Et surtout, les actifs du fonds sont conservés par une banque dépositaire indépendante de la société de gestion. Ça protège l'investisseur si jamais la société qui gère l'ETF avait un problème financier. Les actifs sont en sécurité. D'accord, c'est rassurant. Bon, on a bien compris les avantages. Maintenant, la question qui me turlupine un peu, comment ils font, concrètement, pour suivre cet indice? Ça paraît presque magique de réussir à coller comme ça à la performance du CAC 40 ou du S&P 500. Ce n'est pas magique, mais c'est assez technique. Il y a principalement deux grandes méthodes. D'accord. La première, c'est la réplication physique. C'est la plus intuitive, je trouve. Physique, c'est-à-dire? Ça veut dire que la société qui gère l'ETF achète réellement les actions qui composent l'indice. Si on prend l'ETF CAC 40, le fonds va acheter des actions LVMH, Total Energy, Sanofi et ainsi de suite, en respectant les proportions de l'indice. Il achète toutes les actions de l'indice. Soit il les achète toutes, ça c'est la réplication complète, soit, si l'indice est vraiment énorme, avec des milliers de titres, il peut en acheter un échantillon très représentatif. C'est la réplication échantillonnée. L'avantage principal, c'est la transparence. On sait que le fonds détient bien les titres en direct. Ok, ça c'est clair. Et la deuxième méthode alors? La deuxième, c'est ce qu'on appelle la réplication synthétique. Là, c'est un peu différent. Synthétique, ça sonne plus artificiel. Oui, en quelque sorte. L'ETF, ici, n'achète pas directement les actions de l'indice qu'il veut suivre. Il détient un panier d'actifs, souvent des actions ou obligations diversifiées, qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'indice cible. Et à côté de ça, il conclut un contrat d'échange, un swap généralement, avec une grande banque d'investissement. Un swap. Un échange de quoi? En gros, la banque s'engage à verser à l'ETF la performance exacte de l'indice visé, moins des petits frais liés au swap. Et en contrepartie, l'ETF verse à la banque la performance de son propre panier d'actifs qu'il détient. C'est un échange de performance, si tu veux. Attendez. Un contrat avec une banque, ça veut dire qu'on ne détient pas vraiment les actions de l'indice qu'on croit suivre. Ça me semble moins tangible. Il n'y a pas un risque là-dessus? C'est une excellente question et c'est le point sensible de la réplication synthétique. Le risque principal, c'est le risque dit de contrepartie. C'est-à-dire? Si la banque avec qui le contrat de swap est passé fait faillite, il pourrait y avoir un problème pour récupérer la performance promise. Ah oui, d'accord. Mais attention, ce risque est très encadré par la réglementation européenne UCITS. L'exposition réelle à la faillite de la banque est limitée, souvent à 10% maximum de la valeur du fonds. Et surtout, l'ETF détient en garantie un panier d'actifs, le collatéral, pour couvrir ce risque. Donc le risque existe, mais il est atténué. Mais oui, c'est moins direct que la réplication physique. Alors, pourquoi utiliser cette méthode si elle semble plus complexe et comporte ce risque? Elle a ses avantages.
D'abord, elle permet parfois de suivre de manière très précise des indices un peu complexes ou moins liquides, où acheter tous les titres serait difficile. Et surtout pour nous en France, elle a un intérêt majeur pour le PEA, le plan d'épargne en action. Ah, le PEA, oui. Normalement, le PEA est limité aux actions européennes. Mais grâce à ce système de swap, un ETF qui est basé en Europe peut très bien répliquer un indice mondial, comme le S&P 500 américain ou le MSCI World, tout en restant éligible au PEA. Ah d'accord, c'est une astuce légale en quelque sorte. C'est un montage financier, oui, qui permet aux épargnants français d'accéder à la diversification mondiale via des ETF, tout en bénéficiant de la fiscalité très avantageuse du PEA après 5 ans de détention. C'est un point très important. Je comprends mieux l'intérêt pour le PEA. Mais si on met ça de côté, pour quelqu'un qui veut vraiment savoir ce qu'il y a dans son portefeuille, peut-être pour des raisons éthiques ou environnementales, type ESG, la réplication physique semble quand même plus adaptée, non? Tout à fait. La réplication physique offre une transparence directe sur les entreprises détenues. Avec la synthétique, même si des efforts sont faits sur la publication du collatéral, c'est moins immédiat de savoir ce que le fonds détient réellement en garantie. Donc oui, pour l'investissement dit responsable, l'USG ou l'ISR, où on veut être sûr que les entreprises respectent certains critères, la réplication physique est souvent préférée pour sa clarté. C'est un critère de choix important selon ses propres valeurs. C'est bon à savoir ça. Bon, on a vu comment ça marche. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un ETF pour tous les goûts? J'ai l'impression qu'il y en a des milliers quand on commence à regarder. Ah oui, l'univers des ETF est devenu extrêmement vaste. C'est vrai. Il y a quoi comme grande catégorie? 10 larges, ce sont souvent eux qui forment la base d'un portefeuille bien diversifié. Comme ceux qu'on a cités. CAC 40, S&P 500. Exactement. CAC 40 pour la France, S&P 500 pour les US, le Stoxx Europe 600 pour l'Europe et les grands indices mondiaux comme le MSCI World ou le MSCI Emerging Markets pour les pays émergents. Ça, c'est vraiment la fondation. D'accord. Mais après? Après, ça devient plus spécifique. On peut choisir des ETF sectoriels. Si on croit fort dans le secteur de la santé ou de la technologie, avec le Nasdaq 100 par exemple, ou l'énergie, on peut acheter un ETF qui se concentre là-dessus. On peut cibler des secteurs. Oui. Et on peut même aller sur des thématiques encore plus précises. L'eau, la transition écologique avec des filtres ESG ou climat, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Il y a des ETF pour à peu près toutes les grandes tendances qu'on imagine. Ça permet de mettre en portefeuille ses convictions. On peut aussi choisir par pays, j'imagine, hein? Bien sûr, des ETF spécifiques sur l'Allemagne, le Japon, la Chine, l'Inde, si on veut une exposition géographique particulière. Et attention, il n'y a pas que les actions. Ah non? Non, il y a tout un pan d'ETF obligataires. Ils investissent dans des dettes d'État ou d'entreprise. C'est généralement considéré comme moins risqué que les actions. Ça peut servir à équilibrer un portefeuille. D'accord, pour la partie plus sécurisée. Voilà. Il existe même des ETF monétaires pour placer des liquidités à très court terme avec un risque quasi inexistant. Et on peut continuer. ETF immobilier pour investir dans l'immobilier via des sociétés foncières cotées. Ça permet d'investir dans l'immobilier sans acheter un appartement. En quelque sorte, oui, avec beaucoup plus de liquidités. Et puis des ETF sur matières premières, l'or, le pétrole, les métaux industriels. Vraiment, l'idée, c'est que chaque type d'ETF peut jouer un rôle différent. Les indices larges pour la diversification de base, les obligations pour la stabilité, les secteurs ou thèmes pour les paris, le géographique pour cibler, l'ESG pour les valeurs. On peut construire quelque chose de très personnalisé. Par contre, j'ai aussi vu passer des noms un peu bizarres, du genre ETF Leveraged ou ETF Short. Là, il faut faire attention, non? Ça sonne un peu spéculatif. Bah oui, alors attention, on entre dans une catégorie très différente et beaucoup plus risquée. Il faut être extrêmement prudent. C'est quoi exactement Leveraged? Un ETF à effet de levier, l'average, cherche à multiplier la performance quotidienne de l'indice. Par exemple, un ETF CAC 40 x 2. Si le CAC 40 fait plus 1% sur une journée, l'ETF va viser plus 2%. Ah, ça a l'air bien. Oui, mais le problème, c'est que ça marche aussi à la baisse. Si le CAC fait moins 1%, l'ETF fait moins 2%. Et à cause de la volatilité et du fait que le calcul est refait chaque jour, sur le moyen ou long terme, l'effet de levier peut entraîner des pertes bien plus importantes que ce qu'on imagine. Ça peut même aller jusqu'à la perte quasi totale du capital en cas de forte baisse ou de marché très fluctuant. C'est vraiment réservé à des traders très expérimentés sur de très courtes durées. D'accord. Donc, à éviter pour l'épargne au classique et les shorts.
Les ETF inversés, short ou bear, font le pari inverse. Ils gagnent de l'argent quand l'indice baisse. Si l'indice perd 1% sur une journée, l'ETF short va gagner environ 1%. Pour parier sur la baisse, donc. Voilà, ça peut être utile pour se couvrir très ponctuellement contre une baisse. Mais comme les marchés ont une tendance haussière sur le long terme, détenir un ETF short sur la durée, c'est statistiquement une très mauvaise stratégie. Clairement, ces deux types d'ETF à levier et inversé ne sont absolument pas faits pour construire une épargne à long terme ou pour quelqu'un qui débute. Il faut vraiment s'en tenir aux ETF classiques qui suivent simplement l'indice. Message bien reçu. On reste sur le simple et le compréhensible. Bon, admettons, je suis convaincu par les ETF classiques. Concrètement, là, si je veux en acheter, comment je fais? C'est compliqué? Non, c'est devenu assez simple aujourd'hui. Il faut passer par un intermédiaire financier. Ma banque? Oui, ça peut être sa banque traditionnelle, mais souvent les frais de courtage y sont plus élevés. Sinon, il y a les courtiers en ligne qui sont souvent très compétitifs sur les frais, ou encore notre conseiller en gestion de patrimoine peut aussi les intégrer dans ses propositions. L'étape clé, c'est d'avoir le bon contenant, le bon type de compte pour les acheter et les détenir. Et quels sont ces comptes? Le plus simple et le plus universel, c'est le compte titre ordinaire, le CTO. On peut y mettre à peu près tous les ETF du monde entier. D'accord. Ensuite, il y a le fameux PEA, le plan d'épargne en action. Lui, il est fiscalement très avantageux après 5 ans, mais il est plus restrictif. On ne peut y mettre que des ETF éligibles, c'est-à-dire ceux qui investissent dans des actions européennes ou alors les fameux ETF synthétiques dont on a parlé, qui répliquent des indices mondiaux tout en étant éligibles. Il faut vérifier l'éligibilité, donc. Exactement, c'est crucial. Et enfin, on trouve de plus en plus d'ETF disponibles dans les contrats d'assurance vie sous forme d'unités de compte, UC, et aussi dans les nouveaux plans épargne retraite, PER. Là aussi, il faut vérifier que l'ETF qui nous intéresse est bien proposé dans le contrat spécifique. Ok. Et niveau frais, alors? On a parlé des frais de l'ETF lui-même, qui sont bas, mais il y a d'autres frais quand on achète ou on vend? Oui, il y a principalement les frais de courtage. Ce sont les frais que prend l'intermédiaire, la banque ou le courtier, à chaque transaction, chaque achat ou chaque vente. Et ça coûte cher? Ça dépend énormément. Ça peut aller de 0 € chez certains courtiers en ligne pour certaines opérations ou certains ETF, à plusieurs euros, voire dizaines d'euros par transaction dans certaines banques traditionnelles. Donc ça vaut vraiment le coup de comparer les offres des courtiers et surtout si on pense faire des achats réguliers, même de petits montants. D'accord, comparer les frais de courtage, il y a autre chose? Parfois, il peut y avoir des droits de garde annuels juste pour détenir les titres sur le compte. Mais c'est de plus en plus rare, surtout chez les courtiers en ligne modernes. Donc les deux points clés à regarder sont les frais de gestion de l'ETF lui-même, très bas, et les frais de courtage de l'intermédiaire. Très clair. Et maintenant, la question qui fâche un peu, les risques. On a beaucoup parlé des avantages, mais il faut être lucide. Investir, ça comporte toujours des risques, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est essentiel de bien les comprendre avant de se lancer. Le risque numéro 1, le plus évident, avec un ETF action par exemple, c'est le risque de marché. C'est-à-dire la baisse de la bourse? Exactement. L'ETF est conçu pour suivre son indice. Donc, si l'indice baisse, si le CAC 40 perd 10% par exemple, eh bien la valeur de l'ETF CAC 40 va baisser d'environ 10% aussi. Il n'y a absolument aucune garantie sur le capital qu'on a investi. On peut perdre de l'argent. C'est la contrepartie normale du potentiel de gain sur le long terme. Ok. Risque marché. Quoi d'autre? Il y a un petit risque technique qu'on appelle l'écart de suivi, ou tracking error en anglais. C'est le fait que l'ETF peut ne pas répliquer parfaitement à 100 000% la performance de son indice. Il peut y avoir un tout petit décalage. À cause des frais. Oui, à cause des frais de gestion, de méthodes de réplication utilisées, de petits frottements techniques. Mais honnêtement, pour les grands ETF sur les indices majeurs, cet écart est généralement très faible. On parle de quelques centièmes de pourcent par an. C'est rarement un gros souci. D'accord. Un autre risque, qui concerne plutôt les ETF très spécialisés ou sur des marchés très peu liquides, c'est le risque de liquidité. La difficulté à vendre? Oui, potentiellement, s'il y a très peu d'acheteurs et de vendeurs sur un ETF très pointu, on pourrait avoir du mal à vendre ses parts rapidement ou alors devoir accepter un prix un peu moins bon que prévu, surtout en période de forte panique sur les marchés. Mais encore une fois, pour les ETF sur les grands indices très connus, CAC 40, S&P 500, MSCI World, ce risque est quasi nul en temps normal, il y a toujours énormément d'échanges. Et si j'achète un ETF sur des actions américaines, libellées en dollars, mais avec mes euros? Il y a un risque de change, non? Tout à fait.
C'est le risque de change. Si l'euro s'apprécie face au dollar, même si les actions américaines montent, la performance de votre ETF S&P 500, une fois reconvertie en euros, sera pénalisée par cet effet de change. Et inversement, si l'euro baisse face au dollar, ça peut booster votre performance en euros. C'est un facteur important à avoir en tête pour tous les investissements réalisés hors de la zone euro. Ok, donc risque de marché, écart de suivi minime, liquidité pour les ETF exotiques et risque de change. C'est noté. Comment on fait pour bien appréhender tout ça avant d'investir? La clé vraiment, c'est de s'informer. Et l'outil essentiel pour ça, c'est le DIC. Le DIC? Oui, le document d'information clé, c'est un document standardisé, assez court, 2 ou 3 pages en général, que tous les émetteurs d'ETF doivent fournir. Il est obligatoire et facile à trouver sur le site du courtier ou de l'émetteur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il résume tout l'essentiel. L'objectif de l'ETF, quel indice il suit, sa politique d'investissement, son niveau de risque sur une échelle de 1 à 7, 7 étant le plus risqué, le détail de tous les frais, et même des scénarios de performance possibles, optimistes, neutres, pessimistes. C'est un peu la carte d'identité et le mode d'emploi de l'ETF. Il faut absolument prendre 5 minutes pour le lire avant d'acheter. Lire le DIC, donc. Conseil numéro 1. Oui. Et on peut aussi vérifier que l'ETF et la société qui le gère sont bien enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, via leur base de données GECO sur leur site. Et puis, bien sûr, l'investissement doit toujours être cohérent avec son propre profil, ses objectifs, préparer sa retraite, acheter un bien, son horizon de temps, est-ce que j'ai besoin de cet argent dans 2 ans ou dans 20 ans, et sa tolérance au risque, est-ce que je dors la nuit si mon placement perd 10%. Justement, qui sont ces sociétés qui créent et qui gèrent tous ces ETF dont on parle? On voit souvent les mêmes noms revenir. Oui, le marché est assez concentré, surtout en Europe. On a quelques très gros acteurs. Il y a le français Amundi, qui est devenu le leader européen après avoir racheté Lyxor. Ah oui, Amundi Lyxor, on voit ça partout. Exact. Il y a aussi l'américain BlackRock, avec sa gamme très connue iShares, qui est le leader mondial. Un autre géant américain, Vanguard, qui est un peu le pionnier historique des fonds indiciels et qui est aussi très présent. Et puis l'allemand DWS, qui appartient à Deutsche Bank, et d'autres acteurs comme Invesco, Vanek, BNP Paribas. C'est une bonne chose qu'il y ait cette concurrence. Ah oui, c'est une excellente nouvelle pour les investisseurs. Cette concurrence les pousse à innover, à améliorer la qualité des produits et surtout à baisser les prix, donc les frais. C'est en partie grâce à ça que les frais des ETF sont devenus si bas. Bon, si on devait faire une petite synthèse de tout ça, on a l'impression que les ETF, c'est vraiment un outil assez puissant et accessible pour investir en bourse, même quand on n'y connaît pas grand-chose au départ. C'est exactement ça. Ça permet d'avoir tout de suite une grande diversification, avec des frais très réduits, en se contentant de suivre la tendance globale d'un marché ou d'un secteur. C'est une approche qui semble simple, transparente, et qui, si on en croit les chiffres, donne souvent de meilleurs résultats que d'essayer de faire des coups soi-même ou via des fonds très chers. C'est une excellente synthèse, je trouve. L'ETF a vraiment démocratisé l'accès au marché financier. C'est un outil formidable pour ça. Mais, et il y a toujours un mais important en finance, il faut garder la tête froide. C'est-à-dire, Ça reste un investissement, hein. Ce n'est pas un produit miracle sans risque. Le risque principal, on l'a dit, c'est le marché lui-même. Si la bourse baisse, l'ETF baisse avec. Donc, il faut être prêt à accepter cette volatilité. La prudence, ça reste de bien choisir